Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer en vous faisant un peu de lecture. Un courrier adressé par le maire de Senlis au préfet de Muret, et vous allez voir que c'est en lien avec ce que j'évoque par la suite. Alors, monsieur le préfet Jean-Luc Blondel, par la présente, je souhaite réagir au courrier daté du 3 mai dernier, dont j'ai été mis en copie, que vos services ont adressé aux conseillers municipaux représentant des groupes d'opposition de l'Assemblée délibérante, donc l'opposition saint-lisienne. Dans cette correspondante, vous avez expliqué le fonctionnement du conseil municipal ainsi que l'application du droit de préemption urbain. Blablabla. Bla, bla, bla. En effet, la réponse de vos services ne tient pas compte du cas spécifique de Senlis. Votre prédécesseur a pris un arrêté, dont je vous joins la copie. Bon, elle est effectivement jointe. Le 18 décembre 2020, prononçant la carence définie à l'article L 302-9-1 du Code de la construction et de l'habitation pour la période triennale 2017-2019 de la commune de Senlis. Prononçant la carence définie pour la période triennale 2017-2019. Enregistrez bien. Conformément à l'article L 210-1 du Code de l'urbanisme, pendant la période de carence, le droit de préemption est exercé par le représentant de l'État dans le département. Vous êtes certainement conscient des tensions existantes au sein du conseil municipal concernant un bâtiment en particulier, qui aurait pu faire l'objet de l'exercice du droit de préemption par le maire, qui aurait pu faire l'objet de l'exercice du droit de préemption par le maire, afin d'empêcher l'installation d'un sépare dans notre commune. Afin d'empêcher l'installation d'un sépare dans notre commune. Donc, perte du droit de préemption et donc arrivée du sépare. Bonjour à tous. Il est des sujets qui devraient être au cœur de la campagne comme ils sont au cœur du budget d'une famille. Les salaires, les frais fixes, les crédits, le restant à vivre, comme disaient les banquiers. Alors, par quel miracle, lors d'une campagne, peut-on voter pour un monsieur Yaka Faucon? Pourquoi suivre ce gars avec un beau sourire et une belle chemise? Cette vidéo s'adresse à Fabrice Planchon, mais aussi à Jean-Luc Jousse, ex-7e adjoint, ainsi qu'à Patricia Goupil, Corinne Lai, Caroline Ferrer et Simon Sanchez, tous ex-conseillers majoritaires. Ces personnes, membres de la liste majoritaire, ont voté à l'unisson de Serge Deuillet pendant des années. Il serait injuste de ne pas les associer, à un moment ou à un autre, au bilan et à la situation préoccupante de notre ville. Il s'adresse aussi aux nouveaux colistiers qui n'ont pas, pour la plupart, l'antériorité sur les affaires communales et sont donc de fait dans l'ignorance pour bon nombre de dossiers dont certains sensibles. C'est justement ce que je vais m'attacher à faire dans cette vidéo, éclairer les nombreuses zones d'ombre volontairement entretenues. En effet, la mère de toutes les décisions, prises en 2017 par la majorité de Serge Deuillet et Fabrice Planchon, a littéralement défiguré et asphyxié financièrement notre ville. Cette décision qui nuit à notre cadre de vie produit malheureusement ses effets pervers sur notre quotidien. Quel dommage, monsieur Planchon et consorts, que vous soyez restés aux abonnés absents pendant toutes ces années au pouvoir. La mère de toutes les décisions à laquelle je fais référence concerne le maintien dans la loi SRU voulue par la majorité de Serge Deuillet et Fabrice Planchon. En effet, à 2 reprises, Senlis aurait pu reprendre son autonomie. La loi SRU, lorsque le besoin en logements sociaux n'est pas nécessaire, prévoit des cas où les communes peuvent être exemptées. Ça se fait sur demande du Muretin Agglo. Alors ce fut le cas en 2017, puis en 2019 pour les 2 communes proposées à l'exemption par le Muretin. Fonsorbe, l'autre commune, a repris sa liberté de manœuvre. Senlis a décidé de rester enchaîné avec les conséquences que l'on sait aujourd'hui. Il est uniquement fait état de cette décision dans le
Compte rendu du Conseil communautaire du 27 juin 2017, adopté à l'unanimité. Ont voté pour Deuillet, Suttra, Granger, ainsi que Catherine Renaud, Europe Écologie Les Verts, pour l'opposition saint-lysienne. Il faut noter que cette décision n'a fait l'objet d'aucune opposition, ni de la part de l'Alternative pour Saint-Lys, Europe Écologie Les Verts, Modem de Catherine Renaud, Patrick Lasseub et Nicolas Rebet-Bédé, ni du groupe Saint-Lys pour vous. Il faut noter que cette décision n'a fait l'objet d'aucune concertation, d'aucune communication, d'aucun questionnement et d'aucun article de la dépêche. Adoptée le 13 décembre 2000, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, SRU, vise à favoriser l'équilibre social dans les territoires et à répondre à la pénurie de logements sociaux. Son article 55 oblige en effet certaines communes à disposer d'un nombre minimum de logements sociaux proportionnel à leur parc résidentiel, 25 ou 20% selon les cas, en agissant sur le développement de l'offre. Les communes déficitaires en logement social, au titre de cette loi, sont soumises à un rythme de rattrapage défini sur 3 ans, qui doit lui permettre d'atteindre le taux légal, et donc le respect fait l'objet d'un bilan triennal. Dans le cadre de cette procédure de bilan, les préfets de département peuvent prononcer des arrêtés de carence à l'encontre des communes n'ayant pas atteint leurs objectifs de rattrapage sur la période écoulée et ne pouvant le justifier par des éléments objectifs recevables, comme par exemple retard de réalisation indépendant de leur volonté, recours, etc. Alors, pour une meilleure compréhension du process, je vous propose ce schéma. Donc ça représente la progression des taux de logements sociaux, taux SRU, entre 2009 et 2025. Donc sur la gauche, vous avez le taux, en bas, vous avez les années, et ici, vous avez la progression du taux du nombre de logements. Voilà, on a commencé à 10,72 en 2009, pour finir à 15,71 en 2025. Voilà. Particularité, la loi SRU se divise en triennales. Donc je vais les afficher. La triennale 2008, 2009, 2010. La suivante et la suivante. Particularité de ces 3 triennales, c'est qu'elles sont sous la loi SRU, donc toutes simples, enfin, avec les obligations et les sanctions à la clé. Nous sommes sur la période de Jacques Taine, donc nous avons commencé à 10,72 et nous finissons à 10,74. Voilà. Ce qui veut dire que on a maintenu le taux, on a produit des résidences principales, accordé des permis de construire, et on a réalisé un certain nombre de logements sociaux qui en rapport. Voilà. Mais le taux est resté inchangé. Juste après vient la triennale problématique. Donc en 2017, la municipalité a changé. C'est donc Serge Deuillet qui prend la place. Serge Deuillet, Fabrice Planchon. L'association des dissidents de chez Jacques Taine, avec une partie de la liste de Bernard Taride. Donc du PS et du LR mis bout à bout. Et ça nous donne pas grand-chose. Mais c'est pas le sujet. Donc là-dessus arrive la triennale suivante. Alors cette triennale est particulière et c'est là-dessus que je base ma vidéo. C'est que lors de cette triennale, le Muretin Agglo, selon la loi SRU, a proposé à 2 communes, Saint-Lys et Fonsorbe, d'être exemptées de la loi, c'est-à-dire elles sortent de la loi. Pour une raison très simple, c'est qu'elles sont sur un bassin où la pression en besoins sociaux est suffisamment faible. Et il y a aussi un facteur déplacement, c'est-à-dire que Saint-Lys et Fonsorbe sont en dehors d'un trajet de 15 minutes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de moyens de transport pour permettre de se déplacer rapidement. Donc, en fonction de ça, Muretin Agglo propose aux 2 communes de sortir de la loi SRU, c'est-à-dire de retrouver la liberté. Fonsorbe a accepté. Donc Fonsorbe va continuer à faire sa vie et continuer selon ses propres
volonté. Par contre, Saint-Lys a refusé l'exemption. Et ce faisant, il est resté sous la contrainte des obligations d'objectifs et sous la contrainte et sous la menace de sanctions. Alors il a refusé l'exemption et en plus, l'avenir, la suite nous donne, nous donne raison, c'est que ils ont refusé, mais en plus ils ont été incapables de réaliser les objectifs. Donc l'année suivante, le préfet est passé par là et a utilisé la sanction la plus forte, c'est-à-dire qu'il a mis Saint-Lys en carence. Alors la carence, si vous êtes sur un objectif non atteint, mais que vous ayez essayé de l'atteindre, vous avez une simple pénalité financière, donc qui est quand même assez élevée. Par contre, si vous êtes taxé de mauvaise foi, eh ben, le préfet prend les choses en main et vous met en carence. Alors en carence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, la sanction financière est alourdie, et ensuite, l'urbanisme de la ville en question est mis sous tutelle du préfet et d'un organisme extérieur qui s'appelle l'EPFO, l'établissement public foncier d'Occitanie. La conséquence, c'est que la commune perd la main sur son urbanisme. Et c'est donc des gens à l'extérieur qui sont en Occitanie qui décident pour vous de ce que vous allez construire ou pas construire. Voilà. Bon, la chose est plus compliquée que ça, bien sûr, mais bon, je vous fais la version simple. Donc là-dessus est arrivée la triennale suivante, donc celle-là aussi est importante, parce qu'on a fait 2023, 2024, 2025. La mise sous tutelle court donc sur les 2 triennales, et Saint-Lys réussit l'exploit d'être à la fois carencé et à la fois exempté, parce que le préfet a sifflé la fin du jeu, en disant, Saint-Lys, c'est bon, on va vous exempter de l'OSRU. Donc Saint-Lys, depuis 2023, est exempté de l'OSRU. Et là, au Muretin-Aglo, le Muretin-Aglo a refait une proposition pour 2026, 27, 28, et donc le Muretin-Aglo a eu gain de cause, Saint-Lys a accepté. Donc depuis 2023, nous sommes exemptés de l'OSRU. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est tout. Voilà, donc après, je vais vous dire pourquoi cette décision prise en 2017 par la majorité de Serge Deuillet et Fabrice Planchon est hautement préjudiciable au devenir de la commune de 2016 à aujourd'hui et pour l'avenir aussi, parce que l'affaire ne se termine pas là. Alors, la toute première conséquence, c'est celle qui est contenue dans la loi SRU, c'est-à-dire que chaque triennale qui est loupée en termes d'objectifs donne lieu à une pénalité. Et cette pénalité est un abondement au fonds SRU. Donc pour Saint-Lys, depuis pas mal d'années, nous payons des pénalités que voici. Donc nous avons commencé, je ne sais pas avant parce que je n'ai pas retrouvé de source, mais je sais qu'on a payé en 2014 cette somme de 1 570 €. Et ensuite nous avons accumulé les pénalités année après année avec un maximum à 83 000 € en 2022. Les 3 sommes qui sont ici sont les plus importantes, 78, 83 et 70 000 €. Parce que la pénalité de base a été augmentée de 0,5 points à cause de la carence prononcée par le préfet. Le montant total déboursé sur la période s'élève en gros à 450-500 000 €. Alors je reviens au schéma précédent et je reviens à la triennale 2017, 2018, 2019, la période où la majorité saint-lysienne a refusé d'être exemptée de l'OSRU. C'est une responsabilité qu'ils ont prise. Ils ont jeté Saint-Lys dans une logique d'échec, dans une logique de carence.
Comme le maire le dit lui-même dans son courrier que je vous ai lu en préambule, les conséquences de la carence se traduisent par une perte de la capacité de préemption de la commune, ce qui fait que lorsque la société Adoma est arrivée sur la maison La Joie de Vivre, la mairie était dans l'incapacité de préempter le bâtiment pour en faire quelque chose à l'usage des Saint-Lysiens. Nous avons donc perdu une maison de retraite avec 60-65 salariés pour un CEPAR dont l'utilité n'est pas encore très cernée, très bornée. Donc, cela fait beaucoup de choses pour une décision qui aura été, à mon avis, désastreuse pour notre commune. Le CEPAR fait aussi partie de l'héritage que nous allons traîner pendant de nombreuses années. Voilà, conséquence d'un choix. Nous aurions aimé à ce moment-là que Fabrice Planchon soit là, s'engage, et avec ses affiliés, pour protester, pour dire je ne suis pas d'accord, je quitte la majorité, ou quelque chose dans le genre. Voilà, en tout cas qu'il s'engage. Alors pourquoi cette décision est critiquable ? Premièrement, cette décision impacte durablement tous les aspects de notre quotidien, à commencer par la perte de souveraineté, la bétonisation de notre cadre de vie, la mise en danger des finances municipales, la possibilité d'expropriation qui pèse sur certains propriétaires, la pression sociale sur le budget, les infrastructures, les services, les écoles, les crèches, le transport. Savez-vous par exemple que la commune garantit les emprunts des promoteurs avec nos deniers publics, l'argent de nos impôts? Savez-vous aussi qu'un projet monté par le PFO, s'il ne trouve pas preneur, doit être racheté par la commune? Savez-vous enfin qu'un promoteur peut se voir accorder une ristourne de 80% sur le prix de vente grâce au fonds SRU? L'opération, par exemple, Avenue des Pyrénées, c'est l'exemple parlant. Pour cette opération, la minoration accordée par le PFO a été de 200 000 € sur un prix d'acquisition de 250 000, soit 80% du prix. Le prix de cession finale à Mesolia n'a été que de 55 800 €, confirmant que le fonds SRU a absorbé la quasi-totalité du coût foncier. Un fonds SRU alimenté, devinez par quoi ? Par nos impôts pardis. Deuxièmement, cette décision expose clairement Senlis aux aléas de la conjoncture. D'un côté, le taux du livret A qui indexe les emprunts des bailleurs sociaux a fortement augmenté, en alourdissant le coût de leur dette historique. De l'autre, les coûts de la construction ont explosé. Un récent rapport de la Chambre régionale des comptes a pointé ce ralentissement. À titre d'exemple, la Société des Chalets a dû freiner ses projets de construction face à des contraintes financières. Par ailleurs, le marché toulousain était traditionnellement dopé par la défisque, la loi Pinel par exemple. La fin programmée du Pinel a provoqué un effondrement des ventes aux investisseurs particuliers, moins 85% selon certaines sources. Les investisseurs ne représentent plus que 20% des ventes, contre plus de 50% auparavant. Troisièmement, la décision est unilatérale. Personne n'a demandé aux citoyens lambda ce qu'ils en pensaient. Serge Deuillet et Fabrice Planchon, qui parlent en permanence de participation citoyenne, ont oublié de consulter les citoyens et ont choisi de rester dans la loi sans en parler à personne. Pour comprendre l'ampleur du problème, il faut comprendre ce qu'est la loi SRU et son article 55. Depuis plusieurs décennies, l'idéal français s'est forgé autour d'une simple promesse, celle de la maison individuelle, un havre de paix avec son jardin, symbole de tranquillité et de réussite familiale.
C'est cet art de vivre que nos communes pavillonnaires s'efforcent de préserver, offrant à leurs habitants un cadre préservé, à taille humaine, loin des tumultes des grandes métropoles, comme Toulouse. Pourtant, cette harmonie est aujourd'hui bousculée par des injonctions venues d'en haut, sous couvert d'une nécessaire solidarité nationale et d'un impératif de mixité. Des quotas de logements locatifs à vocation sociale nous sont imposés. L'intention affichée est noble, permettre à des ménages modestes, à de jeunes actifs, d'accéder à un toit décent. Cependant, la traduction sur le terrain de cette volonté centralisatrice suscite de vives inquiétudes. Pour nos villages et petites villes, densifier à marche forcée revient à dénaturer notre tissu urbain historique. Comment intégrer de grands ensembles collectifs là où la voirie, les écoles, les infrastructures ne sont dimensionnées que pour des familles résidant en pavillon? Face aux pénalités financières qui s'abattent sur nos municipalités, si ces objectifs mathématiques ne sont pas atteints, nous sommes poussés à bétonner au mépris de notre identité locale. Une injonction paradoxale qui risque de fragiliser précisément la cohésion que l'on prétend construire.